Bonjour à tous et bienvenue dans le grand JT d'éducation. Tout de suite le sommaire. Comment lutter contre les inégalités filles-garçons? Quel rôle doit jouer l'école? On en débat dans un instant avec nos invités dans la question du jour. Et si étudier dans la nature permettait de mieux apprendre? Eh bien en tout cas c'est ce que pense Alexandre Ribaud qui a développé l'école en plein air pour les maternelles. Il sera en plateau pour en parler avec nous. Enfin, Michael Dorian nous emmènera au Japon pour nous dévoiler les règles très strictes imposées aux élèves et notamment aux jeunes filles à l'école. Mais tout de suite, eh bien, on retrouve Michael pour l'actu en bref. Et Mika, on commence bien dans le monde. Un collectif d'universitaires pointe du doigt les programmes sur l'éducation des candidats à la présidentielle. Oui, ils sont 7 au total, 7 universitaires membres du collectif d'interpellation du curriculum a co-signé cette tribune publiée ce mardi. Ils regrettent que les candidats de droite comme de gauche se servent de l'école comme outil de communication et comparent leur programme à des catalogues de promesses. Le groupe LVMH qui a lancé la 8e édition de cette tournée You and Me. Une tournée, Virginie, parrainée par un certain Tony Parker. Son objectif, faire découvrir les métiers d'excellence du groupe de luxe aux collégiens, lycéens, étudiants et personnes en reconversion. Une façon de susciter de nouvelles vocations auprès des jeunes, comme l'a expliqué l'ancienne star du basket lors de la conférence de lancement de cette tournée You and Me. Ce qu'on est en train de créer aujourd'hui avec cet événement, c'est créer des opportunités pour la nouvelle génération. Et tous les jours, au quotidien, moi je me bats, je suis animé par la transmission. Et ça, tu l'as ou tu ne l'as pas en fait. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment en moi depuis que j'ai pris ma retraite. Retraite sportive. Hein. Retraite sportive. Je suis animé par ça pour redonner à mon pays et créer des opportunités. Et donc, j'espère qu'avec cette association, on va pouvoir donner l'opportunité à plein de jeunes de s'épanouir dans leur vie, tout simplement. Renforcer les solidarités intergénérationnelles, eh bien c'est l'objectif d'un plan lancé cette semaine par le gouvernement. Et pour ça, plusieurs actions ont été déployées pour lutter contre l'isolement des personnes âgées et pour retisser les liens entre générations, comme par exemple le développement de partenariats entre les EHPAD et les établissements scolaires. C'est dans ce cadre-là que Jean-Michel Blanquer s'est rendu à l'école élémentaire Servant à Paris en compagnie de Brigitte Bourguignon, la ministre déléguée chargée de l'autonomie. Dans le reste de l'actualité, Sarah El Haïry a annoncé ce mardi qu'elle était positive au coronavirus. Dans un message publié sur son compte Twitter, la secrétaire d'État chargée de la jeunesse et de l'engagement a déclaré avoir été testée positive à la Covid-19 conformément au protocole sanitaire en vigueur. Je m'isole le temps nécessaire et continue de travailler à distance. On lui souhaite bien sûr un bon rétablissement. Et oui, on voit les chiffres qui repartent à la hausse malheureusement. On a longuement parlé hier justement dans les écoles depuis ce lundi. Les sourires sont sur tous les élèves puisqu'il n'y a plus le masque. Soulagement chez les élèves mais aussi chez les profs. Brigitte Chollet est directrice d'école dans le 18e arrondissement de Paris. Sur France Info, elle est revenue sur les difficultés causées par le masque et par les autres mesures imposées aux établissements scolaires depuis 2 ans. Toute l'expression du visage change, le sourire, etc. Qu'avec les yeux, c'était quand même compliqué. Lorsqu'on lit une histoire, qu'on veut s'adresser à un enfant, dans tout ce qui est expression implicite du visage, je pense que ça va changer beaucoup de choses pour eux. Puis après, nous, on avait toute problématique de la cantine. Il fallait descendre avec un masque, changer de masque. Bon, voilà, il y avait aussi toute cette logistique-là qui était complexe. C'est quelque chose de un peu en moins qu'on va avoir à gérer. Merci Mickaël. Quel rôle à l'école dans l'éducation à l'égalité filles-garçons? Peut-on faire plus et comment? Eh bien c'est l'heure de notre question du jour. Et pour en parler, eh bien, j'accueille Nadège Dazi. Bonjour. Bonjour. Vous êtes membre de l'association Parents et Féministes. Et j'accueille également Thomas Breda. Vous êtes chercheur au CNRS. Bonjour Thomas. Bonjour. Vous êtes co-auteur d'une étude assez édifiante parue dans le magazine Science Advance. Selon cette étude, on va le parler clairement, hein, la phrase est magique, les filles ont davantage tendance à attribuer leurs échecs à un manque de talent. Oui, j'ai bien dit un manque de talent, par rapport aux garçons qui blâment les éléments extérieurs. Donc c'est une enquête PISA qui sonde tous les 3 ans les performances d'étudiants de 15 ans dans le monde entier, notamment en lecture, en mathématiques et en sciences. En 2018, il y avait à peu près 500 000 élèves qui ont pour la première fois été interrogés sur cette phrase. Je cite « Quand j'échoue,
je crains que ce soit parce que je n'ai pas assez de talent. Et les réponses sont assez édifiantes. Il y aurait donc une bonne fée, les réponses, ce que je disais, puisque les filles de 15 ans répondent qu'elles attribuent leurs échecs à un manque de talent. Donc il y aurait donc une bonne fée qui octroierait le génie aux garçons à leur naissance. Nadège Dazi. Alors, la bonne fée, oui, non, pas vraiment. Ici, je vais vous répondre avec le concept de plasticité cérébrale. Aujourd'hui, il est bien connu que les cerveaux des filles et des garçons sont identiques. En tout cas, tous les cerveaux sont différents. Il n'y a pas de cerveau typiquement masculin qui serait fait pour les mathématiques ou pour les sciences et de cerveau féminin pour la littérature. Néanmoins, avec ce concept de plasticité cérébrale, ce qu'on voit, c'est que 10% des connexions synaptiques sont existantes à la naissance des enfants et que 90% vont se former durant leur croissance. Ce qui veut donc dire que nos appétences, nos croyances, mais aussi ce qui vont être nos compétences, vont être finalement plutôt le fruit de la culture que le fruit de la nature. Mais du coup, ce qui nous donne ces chiffres assez édifiants, parce que du coup, cette culture et cette société qui reste discriminante et patriarcale, va coller aussi des étiquettes assez négatives sur les filles et les garçons, on y reviendra peut-être tout à l'heure, et qui fait qu'on se ressent peut-être avec moins de talent si on échoue, si on est une fille, alors que pour un garçon, ce sera la faute à des éléments. Justement, c'est tout le cœur de la discussion et c'est pour ça que je suis ravie de vous avoir tous les deux. On l'est avec Mickaël Dorian. On a évidemment beaucoup de questions à vous poser. Je reviens sur cette étude, Thomas Breda. Dans les pays de l'OCDE, si on s'attache à cela, il y a 38 pays, sauf l'Arabie Saoudite, mais qui ont répondu. 61% des filles ont répondu être d'accord, effectivement, avec cette idée que leurs échecs sont dus à un manque de talent, contre 47% chez les garçons, soit un écart de 14%. Comment vous expliquez-vous ces chiffres ? C'est vrai que c'est ce que vous disiez déjà avant. C'est le reflet d'un stéréotype ou d'une norme de genre qui a tendance à concevoir les garçons comme naturellement plus doués ou brillants ou talents. Il y a avec l'idée de talent quand même l'idée de quelque chose qui est un peu inné, qui ne s'acquiert pas, qu'on aurait dès la naissance. Du coup, il y a ce stéréotype que les garçons seraient plus naturellement doués, alors que les filles auraient besoin de travailler, elles seraient plus besogneuses, travailleuses. Et donc ça, c'est un stéréotype. Et donc l'une des vertus de cette étude, c'est de montrer qu'il est présent partout, dans toutes les sociétés, dans presque tous les pays du monde. Et donc c'est je pense, l'une des forces d'avoir pu faire ça en fait en utilisant une grande enquête internationale, comme vous disiez, comme PISA, qui montre que quand on regarde les réponses des filles et des garçons, dans les pays développés, dans les pays moins développés, partout dans le monde, on retrouve ce résultat où les filles ont plus tendance à attribuer leurs échecs à un manque de talent, alors que les garçons, typiquement, vont plutôt l'attribuer à peut-être la faute à pas de chance. Dans l'imaginaire collectif, on aurait aussi plutôt l'inverse si on regarde les succès, c'est-à-dire que les garçons ou les hommes, peut-être plus tard, vont avoir plus tendance à s'attribuer directement leur succès, en tout cas à leur excellente compétence, alors que chez les femmes, il peut y avoir un peu plus le syndrome de l'imposteur, ou de l'impostrice peut-être, devrais-je dire, selon lequel on n'a pas forcément sa place, ou on réussit parce que les autres nous aident, mais c'est pas du fait de nos capacités et de notre talent qu'on réussirait très fort. Donc oui, c'est ça que révèle l'étude. Je reviens là-dessus, Thomas Breda, parce que vous distinguez, enfin vous associez, et pourtant il y a une distinction à faire entre capacité et talent, justement. Parce que talent veut dire inné, veut dire, comme vous le disiez, en fait, placé dans le cerveau, et puis on ne peut rien y faire. C'est là où ce n'est pas là. On ne parle pas de compétences, on ne parle pas d'apprentissage, on ne parle pas de... Comment? C'est-à-dire que la phrase est très forte, et j'imagine que c'est volontaire, justement, je la redis, quand j'échoue, je crains que ce soit parce que je n'ai pas assez de talent. Il y a cette phrase, la plupart des filles, donc de 15 ans, répondent « bah oui, je n'ai pas assez ». Ce qui veut dire que ça prédispose ensuite aux études futures, que ce soit même à la maternelle, puis au primaire et au secondaire, finalement, une sorte de théorie de l'échec, quoi. Si j'y arrive pas, c'est que j'y arrive pas, c'est un peu normal, finalement. Oui, on voit que les filles, en fait, si on pose des questions sur leur capacité à apprendre,
même leurs compétences scolaires, elles ne vont pas répondre moins bien que les garçons, voire même aujourd'hui les filles à l'école réussissent mieux dans la plupart des disciplines, notamment en lecture, et elles en ont conscience, donc elles sont capables de le retranscrire quand on leur pose la question. Et donc il y a vraiment c'est aussi ce pourquoi on argumente dans cette étude qu'on arrive à mesurer comment les étudiants à 15 ans intériorisent, donc les élèves de 15 ans intériorisent finalement les normes de genre, les stéréotypes autour d'eux, parce qu'on voit qu'on a une réponse, quelque chose qui est très spécifique avec cette question, de dire, bah voilà, si j'échoue, ça me fait penser que je vais manquer de talent. Et on voit que c'est plus fort parmi les bons élèves aussi. C'est un des résultats assez intéressants. Justement, on va y revenir là. Il y a deux choses qui sont très, très parlantes, qui sont à la fois sur les pays développés et sur les très bons élèves. Je veux juste revenir sur cette notion-là, et après on va en parler avec vous, Nadège Jazi, par rapport à l'école. Est-ce que c'est l'école qui doit aussi, c'est le rôle de l'école de justement ne pas faire de dissociation, d'être égalitaire? Est-ce que c'est l'école qui fabrique ces stéréotypes? Est-ce que c'est la société qui les amène? Voilà, j'ai toutes les questions me viennent à l'esprit. Forcément, vous vous doutez bien que je suis un peu choquée. Alors, il y a un très bon livre qui est d'Isabelle Collet, une chercheuse qui titre « Est-ce que l'école nous apprend l'égalité ?» Je vous fais la version courte, c'est non. Aujourd'hui, l'éducation nationale ne répond pas en fait à ses obligations aussi de lutter et prévenir ces stéréotypes. Pourquoi ? Pourtant, en permanence, c'est ressassé sur le site du ministère de l'Éducation nationale. Pareil, c'est écrit en énorme, en gros. Voilà, c'est écrit dans les normes. C'est écrit dans les normes, c'est écrit dans le Code de l'éducation. La France a notamment ratifié aussi la Convention d'Istanbul pour lutter et prévenir les violences à l'égard des femmes. Et il y a des obligations dont la France est engagée, notamment à former ses instituteurs et institutrices aux questions d'égalité. Et deuxièmement, dans le Code de l'éducation, il est clairement stipulé que les instituteurs et les institutrices veilleront à prévenir justement ces préjugés, ces stéréotypes. Mais dans la réalité... Aujourd'hui, on est loin du compte. Aujourd'hui, on est loin du compte parce que quand ces formations sont données aux instituteurs et aux institutrices, d'abord, c'est sur un timing très, très court. Et puis ensuite, ça ne se fait pas de manière généralisée. Donc aujourd'hui, il y a clairement encore un traitement différencié aussi vis-à-vis des filles et des garçons à l'école. Ce qui n'est pas le fruit et la mauvaise volonté des instituteurs et des institutrices, attention. Parce que comme nous sommes tous biaisés, tous stéréotypés, et c'est un fonctionnement neurologique tout à fait inné, en fait, ils ne font que reproduire les stéréotypes de la société. Ici, on parle d'ailleurs d'un curriculum caché, c'est-à-dire le curriculum qui est passé aux enfants de manière innée par les instituteurs et les institutrices qui sont eux-mêmes le fruit d'une société stéréotypée et patriarcale. C'est des stéréotypes qui viennent finalement même bien avant l'école. Ah oui. Parce qu'ils viennent dès la petite enfance, chez le petit garçon et chez la petite fille. Oui. Le manque d'humilité peut-être du petit garçon qu'on va juger plus fort que la petite fille, ou c'est quoi ? Alors en effet, ils arrivent en fait même encore avant même que l'enfant ne naisse. Dès qu'une femme est enceinte, on va coller des étiquettes sur le fait que ce sera un garçon ou une fille. Par exemple, quand on est enceinte, on va vous dire « Ah, il remue beaucoup, mais c'est un petit garçon ». En fait, il n'y a aucune étude scientifique qui va prouver qu'un fœtus qui bouge beaucoup, c'est un garçon. Alors, manque d'humilité, je ne sais pas, mais très certainement, ce sont des constructions genrées. Sur ce qu'on attribue comme qualité aux filles et aux garçons. Je vous rappelle qu'il y a le YEL qui est rentré au petit repère. On n'est justement plus dans la notion de genre maintenant. Comment on peut à la fois avoir justement... Oui. Je veux bien que vous répondiez là-dessus parce que c'est très étonnant pour tous ceux qui sont extérieurs à cela. On se pose toute cette question-là. On est dans cette question du non-genre aujourd'hui. On essaie de pouvoir d'aller au-delà de ça et pourtant, on voit bien ces stéréotypes qui perdurent. Alors, le YEL, on est d'accord, ça fait très peu de temps. Oui. Aujourd'hui, on est le fruit d'une culture, d'une histoire, de la science qui, depuis des années, des décennies et des siècles, nous ont forgés. Le genre, en fait, c'est la représentation aussi des normes de société qui vont peser sur un homme ou une femme. Et donc, quand on dit justement qu'en tant que bébé, mais très petit, en fait, on va coller des étiquettes, c'est qu'on colle ces étiquettes parce que c'est le fruit de toute une culture. Et donc, pour moi, ça, c'est pas incompatible avec cette notion du YEL, simplement... Il faut se replacer aujourd'hui dans une culture qui est des siècles de patriarcat, des siècles d'inégalité, des lois inégales et aussi un traitement différencié. Et on le voit tout à fait avec le personnel de crèche, mais aussi avec des études. La psychologie sociale, en fait, s'est emparée du sujet déjà il y a une quarantaine d'années et qui montre que, par exemple, il y a 40 ans, mais on a refait les mêmes études il y a très peu de temps, qui montre que quand on demande à des parents de décrire leur bébé, pourtant à poids, corpulence exactement pareil. Si c'est une petite fille, ils vont dire qu'elle a les traits
les traits fins et est fragile, et un bébé, ce sera un bébé costaud, alors que c'est les mêmes. Simplement parce qu'on ne peut pas nier qu'on est le fruit d'une culture et d'une histoire qui est inégale. Bien et sûr. pour moi, c'est pas antinomique les deux. Alors si je reviens justement à cette étude qui a été faite, Thomas Breda, vous parliez des pays développés. C'est vrai que ce qui est étonnant, c'est que ce sont les pays égalitaires qui notent encore plus fortement cette tendance. Comment expliquer que ce stéréotype aussi de genre est plus présent dans les pays développés ? Alors ça, vous touchez à la partie compliquée de l'étude, pour laquelle on n'a pas d'explication ni totalement certaine, ni très simple. Donc pour le reformuler, ce qu'on voit, c'est que plus un pays est développé ou riche, au sens de son PIB, ou bien plus un pays est égal du point de vue de l'égalité de genre, c'est-à-dire a réussi à obtenir que les femmes participent davantage en politique, au marché du travail, des choses comme ça. Donc ça va être typiquement des pays comme le Danemark, la Finlande, la Suède, c'est toujours un peu les mêmes, les pays scandinaves qui sont très bons de ce point de vue-là. Eh bien, c'est dans ces pays-là qu'on voit, nous, que ce stéréotype qui associe le talent plutôt aux hommes qu'aux femmes va être le plus fort. Donc c'est dans ces pays que l'écart à la question dont on parle, sur quand j'échoue, ça me fait craindre que je manque de talent, l'écart fille-garçon va être le plus fort dans ces pays-là. Et c'est parce qu'on a davantage de liberté, justement, que l'on retombe dans ces vieux clichés, dans ces stéréotypes ? Oui, c'est une des hypothèses qu'on met en avant dans cet article de recherche. C'est que ces sociétés, c'est aussi des sociétés qui sont plus individualistes, où l'épanouissement par le travail et la notion associée en fait de performance, peut-être de productivité, vont être plus fortes. Donc ces notions vont être importantes. Et du coup, ça donne aussi plus de place pour considérer qu'il y a des fortes différences dans la société en général entre les gens en termes de talent, qu'il y a des gens très talentueux qui, par exemple, parce qu'ils seraient très talentueux, deviendraient extrêmement riches ou réussiraient beaucoup. On pourrait, en tout cas, on peut avoir, pas tout le monde, mais certains pourraient attribuer les succès ou les écarts de fortune assez importants que nos sociétés génèrent à des différences de talent. Et donc, ça donne aussi, par la même occasion, davantage de place pour réinstaurer des vieux stéréotypes, des traits ancrés qui associent, du coup, en l'occurrence, le talent plutôt aux hommes qu'aux femmes. Donc, c'est une des explications qu'on a. Et peut-être pour dire un mot de plus, je pense qu'il y a énormément d'autres dimensions sur lesquelles on voit que dans les pays développés, ou qui sont plus égaux du point de vue du genre, il y a des différences hommes-femmes plus importantes. Ça s'appelle le paradoxe de l'égalité de genre et ça a été documenté sur pas mal d'aspects. J'y reviendrai éventuellement, mais en tout cas, la conclusion de ça, qui est assez importante, il me semble, c'est bien que faut pas imaginer que les normes de genre qui peuvent potentiellement du coup générer des inégalités de fait ou des mécanismes de domination disparaissent d'elles-mêmes en fait quand les pays se développent. C'est pas vrai. Elles se reconfigurent. Il y a d'autres formes de différenciation sociale selon le genre ou d'autres dimensions sociales, mais il y a une forme plutôt de reconfiguration des normes plutôt que de disparition. Il ne faut pas imaginer comme ça que Nadège on Daisy, va obtenir une forme de société totalement égalitaire parce qu'on a introduit le YEL ou ce genre de choses. En fait, c'est pas vrai, ça ne fonctionne pas comme ça. Bah oui, c'est ce qu'on voit justement, c'est ce qu'on déplore. Nadège Daisy, c'est ce que vous ressentez aussi, évidemment, la reconfiguration. C'est-à-dire qu'en fait, on essaye d'éliminer pour pouvoir se reconfigurer. C'est un peu comme la réforme Blanquer. Finalement, on évince les filières pour en recréer d'autres. Et puis alors, finalement, là, c'est pareil. Mais oui, je suis tout à fait d'accord dans le sens où les stéréotypes, on l'a dit, c'est des processus neuronaux humains. C'est-à-dire que tout être humain va générer des stéréotypes. Ça c'est parti d'une catégorisation. Quand on est bébé, on catégorise. Donc, on ne peut pas, en fait, lutter contre les stéréotypes, déjà. C'est un combat qui est vain. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est en effet prendre du recul sur ces normes et puis après essayer qu'elles n'aient pas d'impact. Et oui, donc en effet, c'est forcé que ça se recrée. Et surtout, ce qu'on dit, c'est que s'il n'y a pas une action positive pour lutter contre les stéréotypes, ils ne vont pas se neutraliser d'eux-mêmes. Je rejoins assez bien. Et ici, notamment, si on ne forme pas justement les enseignants, les enseignantes, de même, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, ils vont les reproduire. Évidemment. Et donc, il faut toujours qu'il y ait une action positive. Sinon, en fait, ça continue. Mais l'étude montre aussi que les filles qui
font preuve de très bonnes performances scolaires sont aussi victimes de ça, parce que l'étude en fait est valable d'autant plus chez les filles qui ont un très très bon niveau. Comment on explique ça justement? En fait, vous parliez de performance tout à l'heure, Thomas Breda. Là, Nadège Dazi, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire que on dit que les filles, plus elles sont besogneuses, plus finalement elles rentrent dans la pression individuelle, dans cette espèce de comment ça s'opère? Excusez-moi, parce que moi, j'ai du mal à comprendre comment c'est possible de penser comme ça. Donc moi-même, je m'interroge beaucoup. Et j'aimerais avec vous décortiquer le sujet. Alors, ce qui est dit, en tout cas la littérature explique qu'en effet, à l'école, ce qu'on attend et ce qui est aussi poussé chez les filles, c'est justement cette attitude de bien travailler, d'être studieuse, etc. Et ce qui va se poursuivre aussi dans les carrières professionnelles par la suite, c'est-à-dire qu'en fait, quand on est socialisé fille à l'école, on attend de nous qu'on réussisse et on a un petit peu cette attitude passive-là. Et finalement, plus on monte, plus c'est pareil. Mais ce qu'on retrouve en fait aussi dans un mécanisme par après, dans le monde professionnel, où des femmes vont être moins promues, ou demanderont moins des augmentations, ou négocieront potentiellement moins. Mais c'est simplement aussi parce que toute notre scolarité en tant que fille, on aura été relégué plus sur un mode passif. Ce qu'on voit aussi, c'est que bon élève ou pas, mais ce qui est attendu aussi, c'est cette valorisation en fait des bons points chez une fille. Chez un garçon, en fait, on va valoriser d'autres choses. Comme quoi, par exemple? Eh bien, par exemple, on va être plus sur du dynamisme, de la spontanéité, sur le fait d'être plus entreprenant, etc. Et je pense que d'ailleurs, dans l'étude, ce qui était montré, alors on me corrigera si je me trompe, mais c'est que sur des tests, par exemple, qui étaient des tests où il fallait apprendre des choses, notamment en mathématiques, les filles avaient de meilleurs résultats, alors que sur des tests spontanés, eh bien là, en fait, il y avait comme une autocensure et les filles ne répondaient pas forcément mieux. Mais là, les garçons aussi sont poussés toute leur scolarité en fait à prendre la parole plus spontanément et donc du coup sur des tests plus ponctuels, eux vont se lancer plus facilement parce que aussi c'est plus valorisé. Et vraiment là, il y a aussi cet effet de le traitement différencié aussi des instituteurs et des institutrices à l'égard des filles et des garçons. Et donc on peut imaginer que cela a un impact sur le choix des études supérieures. Oui. Alors on voit que ceci dit, il y a toujours beaucoup moins de filles par exemple dans les carrières d'ingénieurs. Mais ça a aussi des impacts sur les choix des études et puis ça a des impacts aussi sur la vie professionnelle après, où on a une non-mixité quand même des métiers en France. On n'a que 13 catégories de métiers sur 87 qui sont vraiment dites mixtes. Mixte, ça veut dire quand on a entre 40 et 60% d'hommes et de femmes. Et aujourd'hui encore en France, les femmes se retrouvent dans moins de catégories professionnelles que les hommes. Donc ça n'a pas des impacts que sur les études, mais bien sur tout au long de la carrière. Évidemment, mais quand on voit un désamour, par exemple, du choix des mathématiques, puisqu'il y a un choix à faire de spécialité maintenant en première et en terminale, un désamour des mathématiques pour les étudiants en général et pour les filles en particulier, on pourrait se poser la question de savoir si vraiment il y a aussi cet impact-là. Thomas Breda, qu'est-ce que vous en pensez ? Donc, impact, je ne suis pas sûr d'avoir totalement compris votre question, impact sur le choix des mathématiques, des stéréotypes, c'est ça? Oui, exactement. Ouais. Oui, alors il y a, pour revenir à l'attitude des enseignants, donc c'est vrai, sans les pointer du doigt, parce qu'on ne sait pas dans quelle mesure, quelles institutions, si c'est les enseignants, les écoles en général, les parents, quels sont les vecteurs exacts par lesquels les enfants très jeunes sont genrés et pétris finalement de normes de genre, de stéréotypes. Mais les enseignants ont certainement effectivement un rôle à jouer. Et il y a une étude récente qui est très bien faite, qui le prouve en fait, qui montre que donc il y a des biais implicites chez les enseignants qui vont avoir tendance à considérer que les maths c'est plutôt pour les garçons que pour les filles. Mais certains plus que d'autres. D'ailleurs, c'est pas toujours les enseignants hommes qui sont les plus biaisés, ça peut aussi être les enseignantes femmes, mais il va y avoir ces biais culturels qu'on a tous, effectivement, comme le disait Nadège Dazi, donc on a tous ces biais, et cette étude montre vraiment que quand un élève doit passer un an avec un prof de maths qui est davantage biaisé, c'est-à-dire qu'il va avoir implicitement une association qui va associer implicitement les maths aux garçons plutôt qu'aux filles, cet élève-là, il va avoir plus tard des moins bonnes notes en maths, et il va moins continuer à faire des maths plus tard dans sa carrière. Donc, on voit bien là que ces normes sociales, effectivement, contribuent à construire le monde de demain, à influencer les choix d'orientation, la progression des élèves,
Et donc, on voit aussi comment elles peuvent se reproduire dans le temps, parce que quand on a un stéréotype à un moment donné, il va affecter la manière dont les gens vont se comporter. Et donc, à la génération suivante, en fait, les filles auront fait beaucoup moins de maths parce que leurs enseignants avaient dans leur tête que les maths, c'est plutôt pour les garçons que pour les filles, notamment. C'est peut-être pas la seule explication, mais ça en fait partie. En l'occurrence, ça a été démontré. Et puis donc, elles font moins de maths. Et donc, on voit que dans les faits, il y a moins de femmes qui font de maths. Et donc, on considère... il suffit ensuite d'observer le monde pour que le stéréotype se reproduise et qu'on considère que les maths, c'est pas pour les filles ou pour les femmes. Donc il y a l'impact des stéréotypes, comme ceux qu'on montre dans l'étude sur les choix scolaires et les carrières ensuite, et aussi ces formes de phénomènes d'auto-entretien par lesquels les stéréotypes se maintiennent parce qu'ils façonnent le monde de demain qui lui-même sera à l'image des stéréotypes et donc entretiendra les mêmes stéréotypes à la génération suivante. Alors, on a parlé du rôle des professeurs, en tout cas, sans les incriminer, on est tous d'accord évidemment, mais de la formation qui est nécessaire. Quel est le rôle des parents dans tout cela aussi, Nadège? Alors, je vais mettre les parents sur le même pied que les professeurs, c'est-à-dire qu'on a tous un rôle à jouer. Mais je trouve qu'il faut être aussi extrêmement bienveillant avec les parents comme avec les professeurs parce qu'on fait peser, et je répondrai à la question après, mais je trouve qu'on fait peser quand même un poids assez considérable sur les parents. Et en tant que parents, des poids, des dogmes et des bonnes consignes, on en a déjà beaucoup. Donc du coup, je remets quand même la question dans son contexte. Pour moi, les parents ont un rôle, mais c'est surtout les politiques publiques qui doivent bouger sur le sujet. Alors, en tant que parent, quel est le rôle qu'on peut avoir ? C'est déjà d'être conscient, en fait, de ces stéréotypes. Le fait que, et c'est pas facile, vu que c'est quelque chose de très naturel, mais si on veut avancer vers une éducation sans stéréotypes, ou en tout cas sans impact des stéréotypes, c'est déjà premièrement de regarder soi-même en fait ses propres biais. Mais est-ce qu'on ne se trompe pas de stéréotypes finalement ? Parce que les stéréotypes, c'est souvent le bleu pour les garçons, le rose pour les filles, ça, et on a essayé de l'éliminer maintenant, et on essaie de ne plus être trop là-dedans. Est-ce qu'on ne s'est pas arrêté finalement au côté primaire du stéréotype de base pour ne pas aller chercher plus loin ? Alors, je pense que ça évolue quand même beaucoup, je pense, mais peut-être que c'est moi-même qui suis biaisée parce qu'autour de moi, je suis dans un environnement où on essaye de déconstruire. Alors, je pense que c'est vrai, on a fait beaucoup sur le bleu, le rose, les vêtements, etc. Je pense quand même qu'aujourd'hui, il y a vraiment un travail de déconstruction et de volonté, en tout cas, des parents d'aller plus loin que ces choses un peu plus superficielles, mais qui néanmoins ont des impacts. Et donc, du coup, la première chose, c'est peut-être du coup d'essayer de lire aussi sur le fonctionnement du cerveau, simplement de réfléchir, en fait, quand on dit quelque chose, de se demander, tiens, est-ce que je dirais la même chose à ma fille ou à mon fils, et vice-versa, de pouvoir prendre un petit peu de hauteur. Et je pense vraiment, aujourd'hui, il y a quand même une évolution et une demande, en tout cas, aussi des parents. Ça, c'est pour les parents. Et pour les pouvoirs publics, alors ? Qu'est-ce qu'il y a à faire en peu de temps, malheureusement, parce qu'on ne peut pas faire évidemment 3 heures sur le sujet, mais en peu de temps sur des choses assez efficaces et qui peuvent être donc, efficientes là, dès maintenant, dès l'année prochaine. Déjà, respecter leurs obligations. C'est-à-dire que on forme vraiment les enseignants et les enseignantes. Deuxièmement, dans les classes, on a vraiment aussi des sessions dédiées à l'égalité. On a des programmes scolaires qui sont revus aussi, parce que encore aujourd'hui, les manuels scolaires sont extrêmement stéréotypés. Et puis surtout, on a une vision de l'égalité qui est beaucoup plus holistique, c'est-à-dire qu'on ne se parsème pas de l'égalité un peu à gauche, un peu à droite. On a vraiment une politique égalité qui soit globale, parce que c'est pas juste des programmes scolaires et des formations de profs qui vont finalement changer la vision inégalitaire de la société encore aujourd'hui. Donc en fait, moi je dirais, c'est toutes les propositions féministes qui sont aujourd'hui sur la table pour une politique beaucoup plus globale de l'égalité et pas juste axée sur quelques actions coup de poing. Je crois qu'on va se revoir et en reparler parce que les sujets justement de problèmes d'égalité filles, garçons ou hommes-femmes font souvent l'objet de la une, en tout cas de débats à la télévision. Thomas Breda, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes chercheur au CNRS et co-auteur donc, de cette étude parue dans le magazine Science Advance. Merci beaucoup de vos lumières, de votre éclairage. J'espère qu'on pourra également en discuter ensemble. Nadège Dazi, merci. Vous êtes membre de l'association Parents et Féministes. Restez avec nous car dans un instant, on vous parlera du concept de l'école en plein air. Alexandre Ribaud, qui pratique cela avec ses élèves, sera avec nous pour en parler. À tout de suite. De
De retour sur le plateau du Grand JT, nous sommes avec Alexandre Ribaud. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous avez développé le concept de l'école en plein air ou la classe dehors. On appelle ça comme ça. Racontez-nous, qu'est-ce que c'est exactement et ça s'adresse à des élèves de quel âge ? Alors, c'est une pratique que je n'ai pas inventée, qui existe déjà dans beaucoup de pays. C'est une pratique qui consiste à tenter de reconnecter ses élèves à la nature. C'est-à-dire concrètement en sortant de la classe avec ses élèves. C'est une pratique qui existe depuis de nombreuses années dans beaucoup d'autres pays, et qui a démarré en France il y a une dizaine d'années et que j'ai moi lancé il y a 3 ans. Voilà, j'ai sans doute été peut-être le premier à faire ça à Paris. C'est ça, un des précurseurs à Paris. Parce que j'allais vous dire, le plateau, pour ceux qui nous regardent, est à Paris, donc dans une grande ville. Concept de nature, on aime tous, mais c'est vrai qu'on ne l'imagine pas tout de suite à Paris. Vous êtes professeur des écoles à Paris Intramuros ? Paris Intramuros, dans le 19e, dans une école coincée entre les boulevards périphériques, les boulevards Maréchaux et le périphérique. Oui, ce que vous voulez nous dire, c'est qu'il y a beaucoup de voitures, beaucoup d'immeubles et pas du tout de nature, c'est ça ? C'est très urbanisé, c'est sûr. Voilà. Et alors, donc, il y a 3 ans, vous avez dit c'est pas possible de ne pas suffisamment voir la nature et pour vous et pour vos élèves. Vous êtes professeur des écoles, donc c'est maternelle, Maternelle. Moi, j'ai des petites et moyennes sections. D'accord. Et du coup, vous avez été voir le directeur d'établissement pour lui proposer votre Alors, ça ne s'est pas fait tout à fait comme ça. J'ai lu un livre pendant l'été qui a été écrit par Moïna Fauchier-Delavigne qui parle de ce concept de classe dehors. Ça a été une révélation pour moi, en fait. On y apprend, par exemple, que 2/3 des enfants de 8 à 12 ans passent moins de temps dehors que les détenus. Wow. Voilà, donc des choses comme ça qui des chiffres assez parlants. Voilà, on prend conscience d'une déconnexion. J'ai moi-même des adolescents, donc j'ai bien observé leur jeunesse et c'est vrai j'ai constaté cette déconnexion des enfants avec la nature. Et vous lisez ce livre ? Je lis ce livre, je me dis, s'il y a un besoin de nature, il faut vraiment le faire à Paris. Et puis on le fera avec ce qu'on a. Donc on est allé. Alors j'ai effectivement fait un projet pédagogique. J'en ai informé mon inspection, mes collègues. Qui a bien réagi ? Comment qui a tout de suite réagi correctement. Effectivement, oui. J'ai vraiment pas eu tellement de freins en fait. Voilà, j'en ai informé mes collègues, j'en ai informé ma direction, et puis les parents, et puis mes élèves. Aucune peur, aucune question, parce que finalement c'est pas. On s'entend bien, Alexandre Ribaud. C'est pas des récréations, c'est pas des petites balades. C'est de faire la classe dehors, ça veut dire enseigner la lecture, enseigner les maths. Exactement. À l'extérieur, en dehors de l'école. Alors il y a différents types de classes dehors. Il y a des enseignants qui vont essayer de faire ce qu'on peut appeler la classe nature, c'est-à-dire qu'ils vont aller dehors pour essayer de comprendre la nature, pour observer les arbres, les feuilles, etc. Il y a des enseignants qui vont externaliser ce qu'ils font dans la classe à l'extérieur. C'est-à-dire qu'on va prendre le livre qu'on lit dans la classe, par exemple, mais on va le lire dehors, le lire dans la classe. Et puis, il y a des enseignants qui vont être dans une pratique un petit peu différente. C'est ce que j'essaie de faire. Et j'ai essayé d'intégrer dans ma pratique de la classe dehors le jeu libre, qui existe dans les programmes depuis 2015 en maternelle. Qu'est-ce que c'est que le jeu libre ? Le jeu libre, c'est concrètement, c'est laisser les enfants jouer et de leur jeu, essayer de transformer ça en apprentissage. C'est-à-dire qu'on les laisse choisir leurs activités, ce qui est très important dans la construction de l'enfant, c'est-à-dire qu'il va choisir ce qu'il a envie de faire, il va avoir envie de construire une cabane, de grimper à l'arbre, etc. Et de son envie, on va essayer ensuite, nous, c'est le rôle de l'enseignant, de transformer ça en apprentissage. Il veut construire une cabane, on va dire, bon, alors avec quoi on va la construire, cette cabane ? Là, tu as essayé avec du bois et du scotch, est-ce que ça marche bien ? Voilà, on construit des choses après, quoi. L'établissement dans lequel vous êtes est un établissement public ? Oui. Tout à fait. Qui n'a rien à voir avec les écoles dites Montessori, par exemple, ou autres ? Pas du tout, pas du tout. D'accord, donc c'est vraiment un enseignement qui est classique. Classique. Mais vous partez du principe des jeux. Et comment c'est accueilli par les parents ? Parce qu'ils doivent trouver ça absolument formidable de pouvoir justement laisser l'autonomie, l'apprentissage libre et en même temps de pouvoir guider ses élèves de cette manière-là. Alors les parents, quand on leur raconte cette pratique, par exemple de la classe dehors, ils sont très convaincus. Donc voilà, il y a une question de communication qui est importante. Il y a beaucoup de craintes quand même au départ. Voilà, mais ces craintes, elles doivent être expliquées. Donc ça, c'est une pratique qui amène à beaucoup de dialogue entre l'enseignant et les parents, parce qu'effectivement, il y a des freins à faire tomber. On a peur que son enfant ait froid, on a peur qu'il se fasse mal. On est dans une société, c'est un peu ce qui est important dans cette classe dehors, c'est qu'on se bat aussi contre une société qui a peur du risque et qui a fini par avoir peur de la nature. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a peur que les enfants se roulent dans l'herbe parce qu'ils vont attraper des tiques, on a peur qu'ils grimpent à l'arbre parce qu'ils vont tomber, on a peur qu'ils jouent avec un bâton parce qu'ils vont se crever un œil. C'est vrai, moi j'ai tout ça là, toute cette liste-là, voilà. Je suis maman. C'est vrai que, et pour autant, je trouverais ça formidable. Est-ce que autour de vous, vous avez beaucoup de gens qui ont un œil crevé à cause d'un bâton, par exemple ? Pas du tout. Non, mais rien, moi non plus. Rien de tout ça, vous avez entièrement raison. Mais donc il y a des risques. Voilà. On a cette crainte-là. Et donc la sécurité, par exemple, comment vous faites pour pouvoir justement, en tout cas, si je peux dire, rassurer les parents et surtout l'établissement, le chef d'établissement ?
Alors, la première chose, c'est qu'on fait confiance aux élèves. Un enfant qui va grimper à l'arbre... Aux petites sections. Un enfant, il sait très bien mesurer le risque. Alors, on ne peut pas être derrière tous les enfants non plus. Mais l'idée, c'est aussi d'apprendre l'enfant à gérer lui-même son propre risque. Ce qui est beaucoup plus efficace que d'interdire, en fait. Voilà. Et moi, j'ai jamais d'accident. Depuis 3 ans que je fais ça, j'ai jamais d'accident dehors le jeudi matin. Je sors tous les jeudis matin avec mes élèves, quel que soit le temps. Par contre, l'après-midi, en récréation, j'ai toujours plein de bobos. Mais j'en ai jamais eu à l'extérieur. Voilà. Et quand il pleut des cordes, vous sortez quand même ? Oui. Alors, il y a un proverbe norvégien ou finlandais, je ne sais pas, qui dit il n'y a pas de mauvais temps, il n'y a que des mauvais vêtements. Voilà, donc ça, on explique aussi aux parents que l'idée, c'est pas que leur enfant ait froid l'hiver, mais c'est qu'il soit bien couvert. Donc, on fait en sorte, avant chaque sortie, surtout quand il fait froid, qu'ils aient des bottes, toujours des bottes, et des paires de chaussettes épaisses, voire 2 paires de chaussettes. Quand il manque un bonnet, on trouve toujours un bonnet qui traîne dans une école, etc. Voilà, on les équipe bien. Et l'enfant, il n'a pas du tout d'inquiétude vis-à-vis de la pluie. Voilà. Je vais même vous dire que les séances de pluie et de mauvais temps sont souvent les meilleures séances dehors. Alors la reconnexion à la nature, ça on l'imagine et on la comprend très très bien. Est-ce qu'en plus de ça, cette reconnexion à la nature permet un apprentissage meilleur, plus efficace ? Alors il y a énormément de bienfaits dans cette reconnexion avec la nature. L'idée de départ, et moi c'est ce qui m'a convaincu, c'est pas une pratique, je dirais, à une destination environnementale au départ. Voilà, même si ça aurait pu m'intéresser. Mais l'idée, c'est vraiment d'améliorer le bien-être de l'élève. L'enfant qui est dehors, il est dans une classe où il n'y a pas de mur, donc il n'a pas de problème de place, il n'a pas de problème de matériel, il n'a pas de problème de bruit. Voilà. Donc quand on a enlevé ces 3 problèmes dans une classe, on a un peu ce qu'on pourrait appeler la classe idéale. Voilà, donc l'enfant, il est bien. Et comme il est bien, il va développer des envies, il va ressentir des sensations fortes avec tout son corps, donc il va avoir envie de les partager. Donc le premier bienfait qu'on observe quand on est dehors, c'est que l'enfant il a envie de raconter ce qu'il fait. Voilà. Et moi j'ai des élèves qui ne racontent pas forcément quand ils collent des gommettes toute la journée, mais qui va raconter qu'il s'est fait piquer par un ortie ou qu'il a joué avec un bâton, parce que ça c'est vraiment une liberté énorme qu'on lui a offert. Voilà. Donc ça va inciter le langage et c'est quelque chose déjà qui nous intéresse beaucoup en maternelle. Voilà. Et puis ça va développer, décoller évidemment un esprit de classe. Nous quand on revient d'une séance, alors surtout quand il pleut, quand on revient d'une séance dehors, c'est comme si on avait fait un stage de survie tous ensemble pendant 3 jours. Il y a vraiment une cohésion qui s'est faite. On va voir des enfants qui jouent ensemble, qui n'avaient jamais l'habitude de jouer ensemble. On va voir des enfants s'entraider. Voilà, donc ça va développer plein de choses comme ça. L'aspect collectif, la citoyenneté finalement, oui. La coopération entre les élèves, enfin, plein de choses qui s'observent très vite. Et aussi la capacité de concentration. Parce qu'un enfant qui est dehors en train de faire un herbier, par exemple, il n'est pas dérangé par les autres, il n'est pas dérangé par le bruit, etc. Et il se concentre sur une activité qu'il a choisie. Donc voilà. Et puis, évidemment, il y a des bienfaits qui s'en ressentent ensuite sur les apprentissages. Voilà. Parce que dehors, en fait, quand on sort, et j'incite les enseignants à le faire, les premières fois où vous allez sortir, vous allez vous dire, bon, qu'est-ce que je vais leur apprendre, qu'est-ce qu'on va faire comme apprentissage. Évidemment, c'est une question redondante. Et en fait, c'est un peu comme la première fois où vous allez sur Pinterest, vous êtes submergé par les idées que vous propose la nature. C'est-à-dire que, tiens, je vais pouvoir faire ça, je vais pouvoir mesurer la taille des arbres si je suis en cycle 2, par exemple. Je vais pouvoir comparer les formes des feuilles, je vais pouvoir... Enfin, voilà. La nature propose, en fait, des situations d'apprentissage extrêmement illimitées. Donc, c'est très riche. Voilà. Alors, vous nous disiez que ça fait 3 ans que vous faites ça ? Ça fait 3 ans, exactement. Est-ce que, justement, ça a inspiré d'autres collègues enseignants à Paris ou dans d'autres grandes villes ? Oui, beaucoup. Alors, je ne dirais pas que c'est ma pratique, mais c'est vrai que quand je me suis lancé il y a 3 ans, elle était un petit peu médiatisée parce qu'il y avait la sortie de ce livre aussi dont je parlais tout à l'heure. Oui. Donc, et les journalistes qui sont parfois un peu paresseux préfèrent aller interviewer des gens à Paris plutôt qu'en Poitou-Charentes. C'est pour nous, je ne sais pas pourquoi. Où ça se fait beaucoup plus. Mais bon, bref, la pratique a été un petit peu médiatisée. Et puis, il y a eu le Covid qui est arrivé, où là, effectivement, à la fois la mairie de Paris comme le ministre a incité à développer cette pratique pour des raisons évidemment sanitaires. Oui, et puis surtout, c'est que je pense que peut-être que les écoles qui sont situées dans des villages, en tout cas dans des agglomérations beaucoup plus petites, ont évidemment cette connexion à la nature plus instinctive et plus naturelle. Comment faire justement, enfin, c'est pas comment faire la question, mais c'est que j'imagine que votre projet a d'autant plus de sens dans les moyennes et grandes villes. Oui, bien sûr. Enfin, bon, c'est paradoxal, c'est-à-dire qu'à Paris, on peut dire effectivement qu'on a moins accès à des espaces verts magnifiques. Oui. Mais à côté de ça, l'enfant n'a pas besoin d'un espace vert magnifique. Moi, le square où je sors maintenant, qui est juste à côté de mon école, c'est un square parisien. On va dans un espace un peu sauvage de ce square. Et finalement, dans le regard des enfants, ça peut être une forêt. Voilà, on raconte que c'est une forêt et voilà.
Et puis le deuxième avantage qu'on a dans les grandes villes, c'est qu'on a aussi des transports qui sont faciles et qui sont souvent gratuits pour les enfants, ce que n'ont pas forcément les petites villes de province. C'est-à-dire, voilà, il faut trouver un lieu et pouvoir y accéder. En tout cas, c'est une reconnexion aux éléments naturels et tant mieux parce qu'on en a vraiment besoin aussi bien pour les enfants que pour nous, les parents, nous tous. Merci mille fois et bravo. Merci Alexandre Ribaud d'avoir été avec nous et longue vie donc à la classe dehors. Ou vous appelez ça comment sinon ? La classe dehors. D'ailleurs, j'ai fait un site internet pour les enseignants sur la question qui s'appelle maclassedehors.com. Ben voilà, comme ça vous avez tout. Merci pour ces infos. Merci Allez, à bientôt. À tout de suite. Non, pas à tout de suite, c'est et tout de suite. C'est l'heure de la chronique de Mickaël Dorian. Alors Mickaël, direction le Japon, un pays où l'école ne laisse rien passer aux élèves. Oui, un pays connu pour sa rigueur et en particulier dans ses écoles publiques. Vous savez qu'en France, l'éternel débat sur l'uniforme à l'école a dernièrement été relancé par certains candidats à la présidentielle. Et bien noté, pour la petite histoire, et contrairement aux idées reçues, qu'aucune loi en France n'a jamais imposé à l'école publique l'uniforme. C'est le règlement intérieur des établissements qui a toujours statué sur la question. Mais revenons au Japon. Là-bas, les règles imposées aux élèves vont beaucoup plus loin que le simple fait de porter un uniforme. Et c'est d'ailleurs ce qui pose problème aujourd'hui, car au nom des bonnes manières, on impose des choses aux élèves qui peuvent parfois être assimilées à une violation des droits de l'homme et parfois même à du harcèlement. Mais quel genre de choses exactement ? Des choses souvent liées à l'apparence physique, ça va de la longueur des jupes à la longueur des chaussettes, en passant par la longueur des cheveux. Certains enseignants obligent leurs élèves à se teindre les cheveux en noir et ça va même jusqu'à la couleur des sous-vêtements. La couleur des sous-vêtements, j'ai pas compris. Oui, ils imposent notamment aux filles de porter des sous-vêtements blancs sous leurs uniformes pour que rien ne transparaisse. Mais ce n'est pas tout. Une autre règle tout aussi absurde a dernièrement fait le tour du monde. C'est aussi pour ça que je vous en parle aujourd'hui. Au Japon, plusieurs collèges interdisent aux filles de porter une queue de cheval. Ben oui, j'ai vu ça, d'accord. Mais pourquoi d'ailleurs ? Alors pour comprendre la raison, le magazine Vice a interrogé une ancienne enseignante japonaise qui était professeure au collège. Elle s'appelle Motoki Tsujiyama. Elle a déclaré que les dirigeants de l'école lui avaient dit que les filles ne devaient pas montrer leur nuque en faisant des queues de cheval, car cette vue soi-disant intime risquerait d'exciter sexuellement les élèves masculins. Elle a ensuite ajouté « Ils craignent que les garçons ne regardent les filles ». C'est le même raisonnement qui pousse au maintien de la règle des sous-vêtements blancs. Et donc, on peut faire un point sur ma nuque est dénudée, on est d'accord. C'est vrai qu'elle est dénudée. Je trouve ça magnifique. Et qu'est-ce qui se passe si ces règles ne sont pas respectées justement pour ces élèves ? Eh bien, le proviseur ou le professeur peuvent tout simplement empêcher l'élève d'assister au cours. Toujours dans Vice, Motoki Tsujiyama, notre enseignante, a expliqué qu'elle avait toujours critiqué ces règles, qui sont d'ailleurs pour la plupart sexistes, mais que ce manque de logique était devenu tellement normal que les étudiants n'avaient d'autre choix que de les accepter. Et personne ne dit rien, on laisse passer. Alors si, depuis quelques mois, les membres d'un collectif ont déposé au ministre de l'Éducation japonais une pétition ayant recueilli plus de 60 000 signatures. Interrogé dans le quotidien de le Tokyo Shimbun, l'un des responsables de ce groupe a déclaré « Les règles scolaires qui portent atteinte aux droits de l'homme sont comme les châtiments corporels et doivent faire l'objet de directives précise. L'année dernière, des parents avaient également incité le gouvernement à réviser ces règles. Certaines institutions ont finalement plié sous la pression, mais d'autres, et elles sont encore malheureusement nombreuses, sont toujours très réticentes sur le sujet. Bon ben écoutez, merci pour cette chronique tout à fait étonnante. Je vais cacher donc ma nuque, n'est-ce pas ? Mickaël, ne regardez rien. Je ne regarde pas. 0,5 sur 20, c'est la note qu'a eu Alex Good à son examen d'allemand au bac. Oui. C'est ce qu'il a raconté à Mélika Ménard dans Souvenirs d'écolier. Regardez. J'étais fort en maths et en français, parce qu'en français, je jouais déjà beaucoup avec les mots. Mes profs adoraient ça. Je mettais des jeux de mots et des blagues dans toutes mes copies. C'était un peu étonnant, tu vois. Voilà. Parfois, ils prenaient mes copies en exemple, en disant, mais regardez, non seulement il fait le truc, mais il fait plein de blagues. Même il y avait des facilités, en fait. Ouais, même mes trucs de maths étaient remplis de blagues. Je faisais plein de blagues dans mes... C'est plus compliqué, on a plus du mal à visualiser. Non, mais par exemple, je fais n'importe quoi. Je disais, quand on devait parler du théorème des gendarmes, je disais, bon, Starsky et Hutch m'ont appris que... tu vois, c'était que des trucs comme ça, où je détournais tout, je faisais des vannes partout. Et puis ça s'est resté. Par contre, j'étais beaucoup moins bon dans d'autres matières, où c'était l'apocalypse, quoi. Comme quoi? Bon, l'histoire géo, c'était horrible. J'ai eu 3,5 au bac, faut pas trop le dire. Ah oui, quand même. Un bac quoi? Un bac scientifique, pour le coup. J'ai eu donc c'était moins. J'ai eu en maths, ça aidait, si tu veux. Ouais. Mais, oui, enfin, j'ai quand même 3,5 en bac. J'ai eu 1,5 en allemand, qui était quand même ma première langue. 1,5? Oui, non, 1,5.
Enfin, 1,5, 1,2, c'est vraiment pour pas mettre un 0, tu vois. C'est chaud. Mais j'ai fait de J'ai l'allemand. jamais entendu cette Mais j'ai note-là. fait de l'allemand de la 6e à la terminale. Je suis incapable, mais même aujourd'hui. Ah, mais là, il fallait autre chose que le vin, alors, pour... À part Guten Morgen, voilà, je sais dire Guten Morgen, Guten Abend, c'est les bonjours en allemand, mais je me rappelle de rien, j'étais nul, je ne comprenais pas cette langue. Mes parents voulaient absolument qu'on fasse ça, c'est parce qu'à l'époque, on disait, ah oui, non, mais ceux qui font vraiment en première langue, c'est les têtes. Oui, c'était efficace. Super efficace, ouais, voilà. Est-ce qu'il y a des professeurs qui vous ont marqué? Bien sûr, énormément, plein. Peut-être que j'en ai plusieurs. Bon, je ne sais pas ce qu'ils sont devenus aujourd'hui. Si, Monsieur Lemoteux, je sais qu'il a disparu malheureusement, c'était mon prof de français. Et c'est lui qui m'a donné cet amour des mots que j'ai, tu vois, qu'on peut retrouver. En quelle classe? C'était en 6e, dès le début. Puis l'année compliquée en plus. Ouais, l'année compliquée, mais après je l'ai eu 2 années, donc ce monsieur-là, je l'ai eu 2 ans. Bon, il adorait ce que je faisais, parce qu'il adorait les vannes et tout ça. Et c'est lui qui m'a appris toutes les figures de style, la rhétorique. Il était vraiment très branché, écriture. Et voilà, donc dès que je faisais un jeu de mots, il criait au génie. Et j'en faisais beaucoup, j'en fais encore beaucoup aujourd'hui malheureusement. Mais voilà, donc lui vraiment a donné cet amour des mots, de jouer avec les mots, de m'amuser. Quand je faisais des rédactions, quand je faisais plein de trucs, voilà. Donc lui c'est chouette. Madame Charles, que j'ai eu en maths, qui adorait mes vannes. Donc ça me faisait beaucoup rire, donc j'en rajoutais à chaque fois. Elle me disait, bon, bah, comme vous avez 20, je t'autorise à mettre des blagues, quoi. Du coup, voilà, c'est drôle, mais souvent ma copie était montrée aux élèves. Donc ils disaient, mais pourquoi lui, il a le droit de faire ça? Mais un peu le chouchou, parce que lui, il a 20... chouchou, quoi. En fait. Oui, en maths, j'étais toujours été le chouchou. De tous mes profs en maths, à chaque fois, même en maths sup, parce que je suis allé jusqu'en maths sup, mon prof de maths m'adorait, alors que pour le coup, en maths sup, j'étais plus le premier. Parce oui, il fallait vraiment bosser. Ouais. Mais j'étais quand même, je crois, 3e. Donc, voilà. Mais j'étais dernier en physique. Ah oui, un vraiment bon élève quand même. Dernier en physique. Non, bon élève en maths et en français. Le reste, l'apocalypse. Oui, mais particulièrement bon pour avoir 20. Oui. Non, mais d'accord, mais c'est vrai que c'est notre système qui est comme ça. Si tu veux. Pour le coup, c'est peut-être un reproche qu'on peut faire à notre système d'ailleurs. On y viendra. C'est que si tu es bon en maths et en français, bah, tu passes tout, mais alors après, tu fais quoi de ta vie? Tu vois, moi, je suis allé en maths sup. Aujourd'hui, je fais l'abruti à la télé. Mais je fais le professeur aussi sur l'UMNI. Mais je veux dire, je fais. Tu vois, c'était pas vraiment. Il n'y a rien qui te prédestine à devenir animateur télé ou à choisir une autre branche que de suivre le schéma classique. C'est peut-être un reproche qu'on peut faire à l'éducation en France. Des mauvais souvenirs avec justement les professeurs des autres matières enseignées? Mais pas tellement, parce qu'en fait, si, il y a une fois, je me suis fait virer toute l'année du cours de français. Ça, c'était un très dur souvenir. Toute l'année? Oui, toute l'année. Mais c'était en maths sup. Donc le français en maths sup, si tu veux, on avait 2 heures par semaine. Et en fait, à l'époque, j'étais vraiment, comme je peux être encore, je dis complètement dans les bouquins de science-fiction et tout. Et elle voulait qu'on lise que les trucs classiques que moi j'avais déjà lu 44 fois, parce que j'ai commencé à lire très tôt, tu vois. J'ai eu Le Seigneur des Anneaux, j'avais 9 ans. J'ai vraiment été toujours dans les trucs de science-fiction, d'heroic fantasy. Je lisais tout, j'adorais ça, quoi. Et donc, pendant les cours de français, je reconnais, je lisais mes bouquins de science-fiction, mes Asimov, mes Frank Herbert dans la classe, pendant qu'elle faisait son cours. Bon. Et donc, elle m'a pris un peu en grippe, parce qu'elle a remarqué 1 ou 2 fois que je faisais ça. Donc, après, j'ai changé, je me suis mis à jouer à la Game Boy pendant les cours. Très, très bien. Elle a encore moins aimé. Oui, ça se comprend. Voilà. Et un jour, j'ai poussé le bouchon un peu loin, parce qu'elle m'énervait vraiment, je la trouvais tellement ringarde, qu'en fait, je suis arrivé en cours, et pendant qu'elle était au tableau de dos, je me suis habillé comme elle. J'avais amené une perruque pour être comme elle, pour machin tout. Et donc, tu as une vague de rire qui est venue du fond de la classe. Et là, on est quand même en études supérieures. En plus. Oui, on est en maths sup. Et donc, tu as une vague de rire qui est venue du fond de la classe parce que tout le monde se retournait vers moi. Et puis, c'est monté. Et quand elle s'est retournée au tableau, en fait, dès qu'elle s'est retournée, j'ai imité tout ce qu'elle faisait. Tous ses gestes et tout ce qu'elle disait, je répétais tout ce qu'elle disait. Elle a pété un câble, elle était voir le proviseur, elle a dit « Je veux plus jamais le voir de ma vie ». Et c'est pas très mature, quand même. Non, mais c'était pour être rigolo. Mais vous avez été puni. Ah bah, j'ai été puni, je suis plus jamais allé en français. Bon, c'était en maths sup, c'était plus très grave. C'est la fin de ce numéro. On se retrouve demain, toujours en compagnie d'Alex Good pour la suite de Souvenirs d'écoliers. À demain. Et tout de suite, c'est le meilleur de School TV avec le Zap. Quelles sont les principales difficultés que rencontrent justement les jeunes autistes? Au niveau de la scolarisation, il y a plusieurs. Déjà, ils sont soumis dans un contexte social où ils ont des attentes envers eux. Par exemple, comme dit bien la maman, et il faut passer devant ses camarades pour parler, en sachant que ça peut poser des difficultés pour eux. Déjà, faire des amis, c'est déjà une difficulté majeure. Parce que la plupart des enfants avec autisme ne savent pas vraiment comment s'adresser à l'autre. Donc, ils vont avoir des difficultés et souvent être isolés.
Et aussi, ils vont avoir des difficultés dans certaines matières, et notamment les français. Et ils peuvent apprendre à écrire des règles de grammaire, ça ne pose pas de problème. Mais quand il faut interpréter, par exemple, un poème, là, on rentre dans une chose qu'on appelle le 12e degré. Et ça, pour les personnes avec autisme, c'est très compliqué parce qu'ils vont rester dans une interprétation très factuelle du discours. Donc, quand je te demande, dis-moi, c'est quoi la beauté du ciel, c'est tellement abstrait que pour eux, ça n'a pas de sens. Et donc, du coup, ils vont être soumis à plusieurs difficultés. Ce n'est pas simple à expliquer. Et donc, le rôle de nous, les professionnels, c'est essayer d'expliquer qu'est-ce qui implique un discours avec des métaphores, par exemple. Si on revient justement sur ces raisons identifiées du décrochage scolaire, toujours sur cette enquête Opinionway Apprentis d'Auteuil, les facteurs cités par les jeunes ont tout premier lieu, c'est d'abord le contexte familial. Un contexte familial compliqué à 69%, des violences verbales, des violences morales, sexuelles ou encore physiques subies à l'école à 54%. Et puis un système scolaire qui ne valorise pas leurs talents ou leurs compétences, qui n'est pas adapté à leurs besoins. Ça, c'est ce qu'il déclare à 43%. Ça veut dire quoi, Alain Assouline, pour être très concret? Que cette école, ce lieu de vie pour les apprenants et les apprenantes, pour ces élèves, c'est aussi un lieu où il faut prendre en compte les externalités, ce contexte familial, oui, ces violences. Comment est-ce que l'école aujourd'hui arrive à prendre en compte tous ces facteurs pour être plus performante et pour être, encore une fois, plus à l'écoute de ces jeunes qui ne décrochent pas? Alors, est-ce que l'école est capable, et je dis même nous, est-ce qu'on saura prendre en compte ces externalités? C'est compliqué parce que, par exemple, on a une action très, très résolue aussi en direction des personnes en situation de handicap. Ouais. Et donc, on se rend compte que quand même, nos formateurs, c'est des formateurs dans tel ou tel métier. Et prendre en compte d'autres éléments, c'est pas évident. Donc nous, on essaye, dans certains cas, en particulier sur le handicap, par exemple, on essaye d'avoir un accompagnement avec des professionnels, de l'accompagnement des personnes handicapées, quel que soit le type de handicap, etc. Pour le reste, c'est vrai que la particularité chez nous, c'est que quelqu'un qui rentre en formation chez nous, il est immédiatement accompagné vers l'emploi. C'est-à-dire, pendant sa formation, il y a quelqu'un qui le rencontre régulièrement pour préparer son entrée dans l'emploi, qui travaille avec lui son CV, mais aussi qui travaille les soft skills, la préparation à l'entretien avec la personne qui va le recruter. Et dans ces cas-là, évidemment, on peut détecter des éléments. Mais moi, je crois, et ça vient d'une conviction aussi, parce que j'ai été adjoint au maire pour m'occuper des jeunes des quartiers prioritaires, etc. Moi, ma conviction, c'est que quelquefois, ces difficultés sociales et même ce qu'on peut vivre dans la famille, un jeune va arriver, un jeune ou une jeune femme, il faut le dire aussi, va arriver à s'en sortir si elle sort de ça. Et donc, je crois beaucoup au fait qu'un emploi voulu, désiré, où on arrive à s'accomplir, c'est une façon de sortir de problématiques quelquefois qui sont psychologiques. C'est-à-dire qu'effectivement, ce qui est important, c'est que les Français, les jeunes Français, soient rassemblés dans leur pluralité sociale, territoriale, culturelle. On fait très attention qu'on n'ait pas un langage qui puisse intimider ceux qui pourraient se dire « c'est pas pour moi ». Donc qu'ils soient là, qu'ils soient assurés que c'est pour eux aussi, mais c'est pour tout le monde. C'est pas pour une France défavorisée, parce que c'est ça notre France. Si on stigmatise demain des jeunes en disant « vous êtes des jeunes de la France défavorisée », comment est-ce que vous voulez que la confiance leur arrive? On les enferme encore plus. Encore plus. Donc c'est justement en leur disant « vous faites partie de cette France qui nous honore parce qu'elle est riche de sa pluralité, de sa diversité ». Et voilà, point. Vous n'êtes pas autre chose que ça. Pour le diagnostic aussi, la limite, c'est que c'est payant, à part le CRA. Ouais. Donc, ça limite. Enfin, pour les familles, c'est pas évident parce que ça fait quand même des grosses sommes d'argent à sortir. On parle de quelle somme, s'il vous plaît, Sandrine, qu'on comprenne bien? Pardon? On parle de quelle somme, s'il vous plaît, Sandrine, qu'on comprenne? Alors nous, pour Quentin, ça a été assez vite, donc on est entre 800 et 1500 euros parce qu'on n'a pas eu besoin de faire plus de diagnostics. Comme il était déjà âgé pour son premier bilan, et bien il y avait déjà des choses qui avaient bougé par rapport à quand il était petit, notamment au niveau de l'implicite, la gestion des émotions vis-à-vis des autres. Il comprend qu'il se passe quelque chose, donc il demande maintenant comment il faut qu'il réagisse.
ce qui n'était pas le cas quand il était petit. Donc là, on a eu moins de bilans à faire chez l'orthophoniste, moins de séances. Mais ça fait quand même des grosses sommes qu'il faut avancer. Et on a eu ce matin un résultat de la CAPD, de la MDPH, qui nous refuse le remboursement et qui nous alloue pas d'aide parce qu'on n'atteint pas les 50% de handicap. Donc nous, on peut encore le faire, mais des familles pour lesquelles ce sera impossible. Et aussi la difficulté de tout ce qui est papier à remplir, qui est vraiment un parcours du combattant terrible. Nous, on est de la partie et déjà c'est difficile, donc j'imagine que les familles qui ont peu accès à la lecture, qui ont des vies chargées, mouvementées, eh bien ça doit être vraiment très difficile et ces enfants passent à la trappe. Aujourd'hui, Webforce 3, ce sont 50 écoles qui sont implantées partout sur le territoire. Concrètement, on y trouve quoi dans ces écoles Webforce 3 ? Alors, justement, on y trouve en fait, l'approche que j'ai eue, c'était de me dire, comme je m'adresse à des personnes sorties du système, alors les jeunes décrocheurs, mais aussi des personnes en reconversion, des personnes au chômage, et finalement, on s'est retrouvé avec des personnes, ça va souvent, je dis, de 17 à 57 ans, un truc comme ça. Bon, on a même eu une dame de 60 ans à un moment. Parce que vous formez tout au long de la vie. On forme tout au long de la vie, c'est vraiment notre principe. Notre baseline, c'est be the change, c'est-à-dire justement, prépare-toi à changer tout le temps, à être ce changement qui est en train d'exister dans la société. Donc ce qu'on y trouve, c'est des formations que j'ai voulu adapter justement à ce type de profil. Je me suis dit que finalement, quelqu'un qui a décroché des études ou qui est en reconversion, il ne fera pas des études longues. Donc, il ne fera pas 2 ans et la plupart de l'offre de formation, y compris en formation professionnelle de reconversion, c'est souvent 1 an, 2 ans. Et c'est pour ça que nous, on a pensé une formation en 3 mois. Donc, un bootcamp, avec l'idée de dire que finalement, il y a 2 éléments dans le bootcamp. Il y a le fait de voir le bout du tunnel, c'est-à-dire le jeune ou le moins jeune, d'ailleurs, il se dit qu'il y a 3 mois, mais dans 3 mois, il sort avec un emploi. C'était un peu notre 3 mois vers l'emploi. Et puis la deuxième chose, c'est que on va le mobiliser en permanence. On va être dans les réunions d'information, on leur dit pendant 3 mois... pas de fiesta le soir parce que le lendemain, il va falloir travailler. L'homme embauche, c'est terminé. Très clair. Pendant 3 mois, vraiment. Mais derrière, il y a un emploi. Et donc, on s'est rendu compte que pour des personnes qui étaient sorties du système scolaire, finalement, cette exigence, et je vais vous décrire un peu comment ça se passe, mais cette exigence au quotidien fait que d'un coup, ils se mobilisent de façon incroyable. Parce qu'on reprend un rythme, j'imagine, on reprend exactement. aussi une méthodologie. Et puis, ils ne sont pas en train de s'écouter. Quand ils savent qu'ils ont 1 an ou 2 ans ou 3 ans pour apprendre, ils prennent le temps, ils s'écoutent, machin, etc. Là, ils sont à fond. Alors, comment ça se passe ? On a nos formations, c'est de la pédagogie active. C'est-à-dire, en journée, ils sont avec un formateur. Nos formateurs, ce sont des personnes qui pratiquent le métier qu'ils enseignent. Donc, en général, ce n'est pas des enseignants. Ouais. Ce sont des professionnels. Des professionnels. Évidemment, on les met en situation devant une classe. Au moment de la sélection, on vérifie. Et puis, éventuellement, on les forme sur le plan pédagogique. Mais en tous les cas, c'est d'abord des professionnels. Donc, c'est un peu le maître menuisier qui enseigne la menuiserie en faisant des tables et des chaises avec ses apprentis. Ce sont des artisans du numérique. Voilà, c'est des artisans, on peut dire ça, ouais. Les jeunes qui décrochent n'ont pas de modèle inspirant. C'est ce que Korkos, qui est lui aussi psy, si je ne me trompe, Cyrulnik, psy mondialement connu, spécialiste notamment de la résilience. C'est ça qu'ils vous disent, hein, c'est que dans les services... C'est ce qui m'assure et c'est ce qui me rassure aussi. C'est de me dire, à partir du moment où ils sont aussi certains que ce modèle identificatoire, que cette personne qu'on va identifier, ce miroir tendu vers l'autre, cette capacité à créer ce lien, à sortir de soi-même pour aller à la rencontre de l'autre et s'identifier et se dire finalement je peux moi aussi, puisqu'il a ses qualités, je peux les développer. C'est la fin de ce grand JT. Merci, Mickaël. Merci, Virginie. Attention, je vois votre nuque. Oui, vous avez raison. Pardon, excusez-moi. Voilà, on va faire comme ça. Vous pouvez donc retrouver cette émission sur notre site internet scooptv.com, canal 247 sur les Freebox. Merci à Axel Pelou à la réal, Alex Larochelle au son. Oui, je maintiens le cap. Merci à Colline Havel au make-up. Et bien sûr à Emma Guessel à la rédaction en chef, ainsi qu'à Agathe Delannoy. Merci, Mika. Et à demain. À demain.